privé de l'amour de mon père au profit de mon cousin, j'ai dû me construire seul avec un simple horaire de bus. 5 ans après, devenu indépendant, je refuse d'ouvrir ma porte à cette famille qui m'a si durement rejeté. Je m'appelle Antoine. J'ai 23 ans maintenant et je possède ma maison. J'ai une carrière que j'ai bâtie à partir de rien, une vie dont je suis fier, et une famille qui se compose exactement des personnes qui ont gagné le droit d'être là. Mais il y a 5 ans, le matin de mes 18 ans, j'étais debout dans la cuisine de mon père, tenant un horaire de bus plastifié, tandis que mon cousin Lucas faisait vrombir dehors une rutilante voiture de sport de luxe avec un ruban dessus. Permettez-moi de remonter le temps. Ma mère est décédée quand j'avais 14 ans. Un cancer de l'ovaire. Elle s'est battue pendant 2 ans et je l'ai vue s'affaiblir chaque mois jusqu'à ce qu'il ne reste plus assez d'elle pour lutter. C'était la raison pour laquelle notre maison fonctionnait. C'était elle qui se souvenait de mes exposés scientifiques, qui me conduisait aux entraînements de baseball, qui s'asseyait sur le bord de mon lit quand je ne pouvais pas dormir. Mon père, Thierry, était là physiquement, mais émotionnellement, il s'était déconnecté bien avant sa mort. Et après l'enterrement, il ne s'est jamais reconnecté. Ce qu'il a fait à la place, c'est s'appuyer sur la famille de sa sœur, Denise. Denise avait un fils de mon âge nommé Lucas. Le père de Lucas était parti quand il avait 3 ans et Denise l'avait élevé seul, et en chemin, mon père a décidé que Lucas était l'enfant qui avait vraiment besoin de lui. J'ai vu ça se produire en temps réel. Lucas était invité aux parties de pêche. Lucas recevait de nouveaux crampons au début de la saison. Lucas avait le bras de mon père autour de l'épaule à Thanksgiving, tandis que j'étais assis à l'autre bout de la table, faisant tourner des pommes de terre en purée dans mon assiette. Je veux être juste ici. Mon père ne me criait pas dessus. Il ne me frappait pas. Il a simplement fait comprendre, par 1000 petits choix, que je n'étais pas la priorité. Et Denise, elle alimentait tout ça. Elle était toujours à l'oreille de mon père. Lucas t'admire tellement, Thierry. Lucas a besoin d'une figure paternelle. Tu sais, Antoine peut se débrouiller seul. Il a toujours été indépendant. Cette dernière phrase était sa préférée. Indépendant comme si c'était un compliment et non un diagnostic. À l'âge de 16 ans, je préparais mes propres repas, faisais ma propre lessive et allais seul à l'école. Non pas parce que je voulais prouver quelque chose, mais parce que personne d'autre n'allait le faire. Mon père payait le loyer et s'assurait que les lumières restaient allumées. Je lui accorde ça. Mais au-delà de la survie de base, j'étais seul. Lucas, quant à lui, vivait l'expérience complète. Nouveau téléphone chaque année, voyage dans des parcs d'attractions, une installation de jeux vidéo de 400 € pour Noël, et mon père payait tout cela avec une expression sur le visage comme s'il faisait quelque chose de noble, comme si verser de l'argent à son neveu faisait de lui un homme bon. Voici le truc. Je ne détestais pas Lucas. Pas à l'époque. C'était un enfant, comme moi. Il n'avait pas demandé de favoritisme. Il se contentait de nager dedans parce que c'était la seule eau qu'il connaissait. Nous n'étions pas proches, mais nous n'étions pas ennemis non plus. Il me regardait parfois pendant les dîners de famille avec une étincelle de quelque chose. Comme s'il ressentait le déséquilibre mais n'avait pas le vocabulaire pour l'exprimer. Denise, par contre, Denise, je la comprenais parfaitement. C'était une de ces personnes qui pouvaient vous insulter en souriant. Elle disait des choses comme « Antoine, tu es si silencieux », tout comme ta mère l'était vers la fin. Ou, tu sais, Lucas a eu d'excellentes notes ce semestre. N'est-ce pas merveilleux? Tout en me regardant directement comme si je devais applaudir. Mais je gardais le silence. J'allais à l'école, j'obtenais de bonnes notes, je travaillais à temps partiel dans une quincaillerie, et j'économisais chaque euro que je pouvais. Je ne savais pas encore pourquoi j'économisais. Je savais juste que quoi qu'il arrive ensuite, je voulais être prêt. Puis vint le 14 juin, mon 18e anniversaire. Je suis descendu ce matin-là et mon père était assis à la table de la cuisine avec une tasse de café, en train de regarder son téléphone. Pas de carte, pas de papier cadeau, pas de gâteau, juste lui et son café. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant une seconde et il a levé les yeux et a dit « Joyeux anniversaire ». Merci, ai-je dit. Il a fouillé dans sa poche arrière et en a sorti un morceau de papier plié, qu'il a glissé sur la table. Je l'ai ouvert. C'était un horaire de bus. Les itinéraires de l'autorité de transport local imprimés sur ce papier cireux qu'ils utilisent.
Il avait encerclé la ligne 14, qui reliait notre quartier à l'école technique locale. Il est temps d'être un homme, a-t-il dit. Tu as 18 ans maintenant. Le monde ne va rien te donner. Je l'ai regardé. Non pas parce que j'étais choqué. Je pense qu'une partie de moi s'attendait à quelque chose d'exactement comme ça. Ce qui m'a serré la poitrine, c'est le souvenir d'il y a 3 semaines, quand Lucas a eu 18 ans. La fête de Lucas avait 20 personnes. Denise avait fait un gâteau à 3 étages. Mon père a remis à Lucas les clés d'une voiture de sport blanche nacrée et a dit « Tu le mérites, mon grand ». Une voiture de sport pour Lucas, un horaire de bus pour moi. J'ai plié l'horaire de bus soigneusement, l'ai glissé dans ma poche arrière et j'ai dit « D'accord ». Mon père a cligné des yeux. Je pense qu'il s'attendait à ce que j'argumente, peut-être même que je pleure. Cela lui aurait donné l'occasion de prononcer un discours sur l'amour difficile dans le monde réel, mais je ne lui ai pas donné ça. D'accord, a-t-il répété. Oui. D'accord. Je suis monté, j'ai fait mes bagages et j'ai appelé la seule personne qui ne m'avait jamais traité comme une idée de dernière minute. Le frère de ma mère, l'oncle Marc. Il a décroché à la 2e sonnerie. Salut, Antoine. Joyeux anniversaire, mon grand. Tu viens toujours dîner ce soir? En fait, ai-je dit, je peux venir maintenant et peut-être rester un peu. Il y a eu une pause. Marc était un comptable à la retraite, méthodique, prudent, ne précipitant jamais une réponse. Mais quand il a parlé, sa voix était calme. Ta chambre est déjà prête. Viens. Je n'ai pas laissé de mots. Je n'ai pas claqué de porte. J'ai descendu ma valise, suis passé devant mon père, toujours assis à la table de la cuisine, et j'ai dit, je serai chez l'oncle Marc. Il ne m'a pas arrêté. Marc vivait dans un appartement de 2 chambres à l'est de la ville, propre, calme, rempli de livres. C'était le frère aîné de ma mère, et après sa mort, il était la seule personne qui m'appelait le jour de son anniversaire pour me dire qu'il pensait à moi, le seul qui me demandait comment j'allais et attendait réellement la réponse. Ce soir-là, après le dîner, il m'a tendu une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une montre, simple, argentée, avec un bracelet en cuir. C'était celle de ta mère, a-t-il dit. Elle l'a achetée elle-même quand elle a eu sa première promotion. Elle m'a dit un jour qu'elle voulait que tu l'aies quand tu aurais 18 ans. Je l'ai mise et ne l'ai pas enlevée pendant 3 ans. Nous nous sommes assis sur son balcon après cela, mangeant un gâteau de supermarché avec une seule bougie. Et il a dit quelque chose que je n'ai pas entièrement compris avant bien plus tard. Ta mère t'a arrangé des choses, Antoine. Elle était intelligente. Plus intelligente que ce que les gens ne le pensaient. Qu'est-ce que tu veux dire par arranger des choses? Il a hésité, regardé ses mains. Nous en parlerons quand tu seras installé. Pas ce soir. J'ai laissé tomber, mais je n'ai pas oublié. Et 2 semaines plus tard, en déballant les dernières boîtes que j'avais récupérées de la maison de mon père, j'ai trouvé une enveloppe glissée à l'intérieur de l'ancienne boîte à bijoux de ma mère. Elle m'était adressée de son écriture. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier, une impression d'une banque montrant un compte à mon nom et à celui de mon père. Le solde, il y a 6 ans, était de 127 400 €. Je l'ai lu 3 fois. Puis je me suis assis sur le bord du lit et j'ai fixé le mur. Ma mère m'avait laissé de l'argent réel, et je n'en avais jamais vu un centime. Je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Je n'arrêtais pas de regarder l'impression. 127 400 €. L'écriture de ma mère sur l'enveloppe, soignée et délibérée, la façon dont elle écrivait tout. Elle voulait que je la trouve. Peut-être pas à 18 ans, peut-être pas comme ça, mais elle s'était assurée que l'information existait quelque part où je finirais par chercher. Le lendemain matin, je l'ai montré à Marc. Il était assis à la table de sa cuisine, lunettes de lecture sur le nez, café intact, et il est devenu très silencieux. Je me demandais quand cela allait apparaître, a-t-il dit. Tu étais au courant. Je savais que ta mère avait ouvert un compte, une indemnité d'assurance vie, plus des économies qu'elle avait accumulées depuis avant ta naissance. Elle m'en a parlé peut-être 1 an avant de décéder. Elle a dit que c'était pour ton éducation, ton premier appartement, tout ce dont tu aurais besoin pour démarrer. Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit? Il a retiré ses lunettes et s'est frotté les yeux. Parce que Thierry était le co-signataire.
Ta mère l'a mis sur le compte pour qu'il puisse le gérer jusqu'à ce que tu sois assez vieux. J'ai supposé, peut-être stupidement, qu'il le faisait et je ne voulais pas interférer avec ta relation avec ton père. Cela me semblait quelque chose que ta mère n'aurait pas voulu. J'entendais la culpabilité dans sa voix. Marc était la personne la plus prudente que je connaissais, mais les personnes prudentes attendent parfois trop longtemps. Je dois savoir ce qu'il y a dans ce compte maintenant, ai-je dit. Il a hoché la tête. Je vais t'aider. Cela a pris quelques jours. J'avais 18 ans et mon nom était sur le compte, j'avais donc un accès légal. Marc m'a conduit à la banque et nous nous sommes assis dans un petit bureau avec une femme nommée Patricia qui a affiché le compte sur son écran et a tourné le moniteur vers nous. Le solde actuel était de 7 816,42 €. Je me souviens du nombre exact parce que je l'ai fixé assez longtemps pour le mémoriser. 127 400 € étaient devenus 7 816,42 €. Près de 120 000 € avaient disparu. Puis-je voir l'historique des retraits, ai-je demandé. Patricia a jeté un coup d'œil à Marc, puis à moi et a imprimé l'historique complet des transactions. 14 pages. Marc et moi nous sommes assis dans la voiture après et avons parcouru chaque ligne. Les retraits avaient commencé 18 mois après la mort de ma mère. Petit au début. 2000 € ici, 1500 € là. Puis ils sont devenus plus importants. 8000 € en mars de l'année où Lucas a eu 16 ans. C'était le mois où Lucas a eu son installation de jeux vidéo et de nouveaux meubles pour sa chambre. 14 000 € en octobre suivant. Je ne savais pas à quoi cela correspondait jusqu'à ce que Marc pointe la date. C'est à ce moment-là que Denise a versé la compte pour son appartement, a-t-il dit doucement. Tout y était. Chaque retrait correspondait à quelque chose que Lucas ou Denise avaient reçu. Les 31 000 € qui ont disparu le mois où Lucas a eu 18 ans, c'était la voiture de sport. Mon père avait acheté à Lucas une voiture avec l'argent de ma mère décédée, de l'argent qu'elle avait économisé, assuré et réservé pour moi. Je suis resté assis dans cette voiture pendant peut-être 10 minutes sans parler. Marc n'a pas insisté. Il est resté assis là, les mains sur le volant, à attendre. Il savait, ai-je finalement dit. Il savait exactement à quoi servait cet argent. Oui. Et il l'a quand même dépensé pour eux. Marc n'a pas répondu à celle-là. Il n'en avait pas besoin. Voici ce que je veux que vous compreniez. Il ne s'agissait pas de la somme en euros. Enfin, si, bien sûr, 120 000 €, c'est une somme qui change une vie pour un jeune de 18 ans, mais ce qui m'a anéanti, c'est la logique derrière tout ça. Ma mère avait passé les dernières années de sa vie, alors qu'elle mourait, à s'assurer que j'aurais un filet de sécurité. Elle avait fait la paperasse. Elle avait planifié. Elle avait pensé à mon avenir alors que le sien disparaissait. Et mon père avait pris ce plan et l'avait utilisé pour acheter une voiture de sport à son neveu et un appartement à sa sœur. L'horaire de bus n'était pas de l'amour difficile. C'était le bouquet final d'un vol. Je n'ai pas appelé mon père. Pas encore. Je n'étais pas prêt. Et honnêtement, je ne me faisais pas confiance pour avoir cette conversation sans dire quelque chose que je ne pourrais pas retirer. Au lieu de cela, j'ai fait ce que Marc m'avait appris. Je me suis organisé. Je me suis inscrit à l'école technique locale cet automne-là, celle de la ligne 14, ce qui, je trouvais, avait une certaine justice poétique. Je prenais le bus tous les jours avec cet horaire plastifié dans ma poche arrière. Je travaillais 30 heures par semaine à la quincaillerie et prenais des quarts de travail le week-end dans une entreprise de traiteur. Je maintenais mes dépenses basses, mes notes élevées et ma bouche fermée. Mon père a appelé une fois, environ un mois après mon déménagement. La conversation a duré 4 minutes. Tu es toujours chez Marc? Oui. Tu rentres à la maison? Non. Silence. Puis, comme tu veux. C'était tout. Pas de « tu me manques ». Pas de « parlons de ce qui s'est passé ». Juste, comme tu veux, comme si j'étais un locataire qui avait rompu un bail. Denise a appelé une fois aussi, ce qui m'a surpris. Elle a commencé par « Antoine, ton père s'inquiète pour toi », ce qui était un mensonge si transparent que j'ai presque ri. Je vais bien, Denise. Eh bien, tu sais, Lucas a demandé de tes nouvelles. Il aimerait te voir. Dis-lui que je lui passe le bonjour. Tu sais, Antoine, la famille est importante.
Ta mère aurait voulu que tu restes proche de ton père. J'ai serré le téléphone si fort que mes jointures sont devenues blanches. Ne parlez pas de ma mère. Elle est devenue silencieuse, puis doucement, presque gentiment, j'essaie juste d'aider. Au revoir, Denise. C'était la dernière fois que je leur parlais à l'un d'entre eux pendant plus d'1 an. Pendant cette année, j'ai fait quelque chose dont je suis encore fier. J'ai été transféré à l'université d'État avec une bourse partielle, j'ai terminé mon diplôme en logistique et gestion de la chaîne d'approvisionnement, et j'ai obtenu mon diplôme avec presque aucune dette parce que j'ai travaillé tout le temps. Marc m'a laissé rester sans loyer et a refusé de prendre de l'argent. Mais j'ai tenu un registre de ce que je lui devais et j'ai remboursé chaque euro l'année après avoir obtenu mon diplôme. Quand j'avais 21 ans, j'ai été embauché dans une entreprise de distribution en tant que coordinateur logistique junior. En 18 mois, j'avais été promu 2 fois. À 23 ans, j'étais directeur logistique régional, gagnant un bon salaire, vivant dans un appartement loué et économisant discrètement pour un acompte sur une maison. Je n'avais pas parlé à mon père depuis près de 4 ans. Et puis un mardi soir, Marc m'a appelé. Antoine, il faut que je te dise quelque chose. Denise prépare sa fête des 50 ans. Un grand événement. Elle a loué une salle, toute la production. Et ton père m'a dit qu'il s'attendait à ce que tu sois là. Il a dit ça. Il l'a dit à ta tante Carole, qui l'a dit à mon amie Philippine, qui me l'a dit à moi. Le bouche-à-oreille familial. Marc a marqué une pause. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Il a dit aux gens que tu étais parti à l'école et que tu te débrouillais bien. Il a dit aux gens qu'il avait aidé à payer tes études. J'ai laissé ça s'installer. Mon père était en train de réécrire l'histoire, se faisant passer pour le héros, utilisant mes réalisations, celles auxquelles il n'avait rien à voir, pour peaufiner son image lors des réunions de famille. Il y a plus, a dit Marc. J'ai fait quelques recherches. Tu sais, j'ai encore des amis à la Première Banque Nationale. Le compte, Antoine, le compte de ta mère. Le dernier retrait a eu lieu il y a 3 mois. Il a pris le solde restant. Tout. Les 7800 € ont disparu. Il l'a vidé. Le dernier vestige de la planification de ma mère. Les derniers 7816,42 € disparus. Probablement pour le fond de la fête de Denise, connaissant la façon dont ces choses fonctionnaient. Marc, ai-je dit, je pense qu'il est temps que je parle à un avocat. Je pense que tu as raison, a-t-il dit. Et je crois que je connais quelqu'un. L'amie de Marc était une femme nommée Diane Pellegrin. Elle pratiquait le droit des successions et des fiducies dans un petit bureau au-dessus d'un teinturier, ce qui semblait appropriément discret pour ce dont j'avais besoin. Je me suis assis en face de son bureau un mercredi après-midi avec un dossier que Marc m'avait aidé à préparer et je lui ai tout raconté. Elle a écouté sans m'interrompre, a pris des notes dans les marges d'un bloc-notes juridique jaune. Quand j'ai fini, elle a posé une question. Avez-vous le testament de votre mère? Marc en a une copie. Faites-le-moi parvenir. Et les relevés bancaires que vous avez imprimés et tout ce que vous avez par écrit, email, SMS, tout ce où votre père reconnaît le compte ou les retraits. Je n'avais pas de SMS ou de mail. Mon père et moi n'avions pas communiqué depuis des années. Mais Marc, le prudent, le méthodique Marc, avait quelque chose de mieux. Il avait gardé une lettre que ma mère lui avait écrite avant de mourir. Elle y détaillait le compte, nommait le montant, expliquait son but et déclarait spécifiquement que l'argent était destiné à l'avenir d'Antoine, pas aux dépenses du ménage, pas aux cadeaux de famille, pas à autre chose. Elle avait même écrit, Thierry sait que c'est pour Antoine. Je le lui ai dit 2 fois. Quand j'ai montré cette lettre à Diane, elle l'a lue, l'a posée et a dit, c'est très utile. Qu'est-ce que nous envisageons légalement, ai-je demandé. Le testament de votre mère désignait ce compte comme un bien fiduciaire à votre profit. Votre père a été nommé co-signataire à des fins de gestion, et non en tant que copropriétaire avec l'autorité de dépense. Il avait une obligation fiduciaire de préserver ses fonds pour vous. Ce qu'il a fait, et je regarde plus de 100 000 € de retrait documenté, est une violation typique de l'obligation fiduciaire. Puis-je récupérer l'argent? Vous pouvez exiger une restitution. S'il refuse, vous pouvez intenter une action civile. Compte tenu de la documentation que vous avez, je dirais que votre dossier est solide, très solide. Que vous dois-je? Elle a cité son tarif. Ce n'était pas bon marché, mais ce n'était pas déraisonnable.
Je pouvais me le permettre. J'avais économisé pour une maison, et cela me semblait plus important, ou peut-être que cela me semblait la même chose. Au cours des 6 semaines suivantes, Diane et moi avons monté le dossier. Elle a assigné les relevés de compte complets de la banque. Elle a obtenu une copie certifiée conforme du testament de ma mère auprès du greffier du comté. Elle a documenté chaque retrait et l'a recoupé avec les achats connus, l'immatriculation de la voiture de Lucas, les titres de propriété de Denise, les reçus que j'ai pu retrouver grâce au dossier public. Le montant total documenté détourné était de 119 583,58 €. Diane a dit que nous réclamerions la restitution complète plus les intérêts. Pendant que tout cela se passait, le bouche-à-oreille familial continuait de fonctionner. La fête des 50 ans de Denise était prévue pour septembre dans une salle de réception louée attenante à un domaine viticole à environ 40 minutes de la ville. Marc m'a dit qu'une 50aine de personnes étaient invitées, des membres de la famille de 3 départements. Denise avait un menu personnalisé et un DJ. Et mon père disait apparemment à tout le monde que je serais là. Je n'avais pas été invité directement. Pas d'appel, pas de SMS, pas d'invitation par la poste. Juste le bouche-à-oreille disant que Thierry attendait de son fils qu'il se présente, sourit et joue le rôle du beau gosse qui avait réussi sa vie en grande partie grâce aux conseils de son père. Le récit qu'il avait construit était presque impressionnant par son audace. Il disait aux gens qu'il avait co-signé mes prêts étudiants. Ce n'était pas le cas. Il disait aux gens qu'il m'avait aidé à emménager dans mon appartement. Il n'y était jamais allé. Il disait aux gens que lui et moi parlions tous les dimanches. Nous ne nous étions pas parlé depuis 4 ans. J'ai décidé d'y aller. Pas pour Denise. Pas pour mon père. J'y suis allé parce que le calendrier de Diane avait la lettre de mise en demeure prête à être envoyée la semaine suivant la fête, et je voulais d'abord voir la situation sur place. Je voulais voir mon père jouer la fiction de notre relation en personne avant que le rideau ne tombe. Marc n'était pas ravi. Es-tu sûr que c'est une bonne idée? Je ne vais pas faire de scène. Ce n'est pas ce qui m'inquiète. Ce qui m'inquiète, c'est ce que ça te fera. J'ai apprécié cela. Marc pensait toujours au coût émotionnel des choses, pas seulement à la valeur stratégique. Mais j'avais déjà pris ma décision. Je me suis rendu au domaine viticole un samedi après-midi de septembre. Je portais un pantalon et une chemise boutonnée. J'avais bonne allure. Je me sentais étrange, mais j'avais bonne allure. L'endroit était plus joli que ce à quoi je m'attendais. Nappe blanche, guirlande lumineuse, un patio surplombant un petit vignoble. Denise avait mis le paquet. Il y avait peut-être 60 personnes, et j'en reconnaissais environ la moitié. Des membres de la famille élargie que je n'avais pas vus depuis des années, des cousins avec qui je jouais enfant, quelques amis de Denise qui me regardaient comme une pièce de musée. Mon père m'a repéré presque immédiatement. Il se tenait près du bar avec Lucas et un voisin de Denise. Et quand il m'a vu entrer, il a fait quelque chose à quoi je n'étais pas préparé. Il a souri. Pas un sourire en coin, pas une grimace. Un sourire authentique, chaleureux, plein. Et il est venu directement vers moi, les bras ouverts. Antoine, mon garçon. Il m'a serré dans ses bras. Je l'ai laissé faire. C'était comme tenir un porte-manteau. Regarde-toi, a-t-il dit, reculant, les 2 mains sur mes épaules. Regarde ce gamin. Je vous avais dit qu'il réussirait à merveille. La dernière partie était destinée aux personnes à proximité, qui ont souri et hoché la tête. J'étais un accessoire dans son one-man show. Salut, Antoine. Lucas est apparu à côté de mon père, tenant une bière. Il avait pris de la carrure depuis la dernière fois que je l'avais vu. Plus large, plus grand, portant un polo et le genre de montre qui coûte plus cher qu'une voiture d'occasion. Salut, Lucas. Content de te voir, mec. Ça fait un bail. Oui. Nous nous sommes serrés la main. Il semblait sincèrement heureux de me voir, ce qui compliquait les choses. Lucas n'avait jamais été cruel envers moi délibérément. Il acceptait simplement tout ce qui lui était offert sans demander d'où cela venait. Denise m'a trouvé 1 heure plus tard, elle a flotté dans une robe bleue et m'a embrassé les 2 joues comme si nous étions à un gala à Nice. Antoine, mon chéri, je suis si contente que tu sois venu. Ton père espérait tant que tu serais là. Joyeux anniversaire, Denise. 50 ans, a-t-elle soupiré.
Peux-tu le croire? Et regarde cette belle famille réunie. Elle a fait un geste autour de la pièce comme si elle présentait un tableau. Et j'ai réalisé, debout là avec un verre d'eau gazeuse à la main, qu'elle y croyait vraiment. Elle croyait que c'était une belle famille. Elle croyait à l'histoire qu'ils s'étaient tous racontée. L'histoire où Thierry était un père dévoué. Lucas était un neveu reconnaissant et Antoine était le gamin silencieux qui avait trouvé des solutions tout seul parce qu'il était simplement fait comme ça. Personne dans cette pièce ne connaissait le conte. Personne ne connaissait le vrai prix de la voiture de sport. Personne ne savait que la femme dont nous célébrions le 50e anniversaire avait bénéficié des économies d'une femme mourante. La soirée s'est prolongée. Il y a eu un dîner, des toasts, un diaporama de photos de famille que Denise avait fait. Ma mère n'était sur aucune d'entre elles. Vers la fin de la soirée, Denise a fait teinter son verre et s'est adressée à l'assemblée. Elle a remercié tout le monde d'être venu, a versé une larme en parlant de son fils, a remercié Thierry d'être le pilier de cette famille, puis m'a regardé directement. Et Antoine, mon cœur, nous serions tous ravis si tu disais quelques mots. Tu as toujours été si bon avec les mots. La pièce s'est tournée vers moi. 60 visages qui attendaient. Je me suis levé. Merci, Denise. Je serai bref. J'ai regardé autour de la pièce. Je suis reconnaissant envers les gens de ma vie qui ont réellement investi en moi, qui ont répondu présent quand cela comptait, qui n'ont pas seulement parlé de famille, mais qui l'ont vécu. Vous savez qui vous êtes. J'ai levé mon verre, à la famille, la vraie. Il y a eu un instant de silence. Puis les gens ont trinqué et sont retournés à leur conversation. La plupart d'entre eux ont probablement pensé que c'était un beau toast. Mais j'ai regardé le visage de mon père pendant cette pause et je l'ai vu, un scintillement. Juste pour une seconde. Quelque chose derrière ses yeux a changé comme une porte qu'il croyait fermée à clé avait vibré dans son cadre. Il ne m'en a rien dit. Nous nous sommes serrés la main quand je suis parti. Il a dit, content de te revoir, mon fils. Bonne nuit, papa. Je suis rentré en silence, j'ai appelé Diane depuis mon appartement et j'ai dit, envoyez la lettre. Denise a posté des photos de la fête le lendemain matin. 63 mentions j'aime, 12 commentaires. Lucas a écrit, meilleure maman du monde. Mon père a écrit, la famille, c'est tout. 4 jours plus tard, une lettre recommandée du cabinet d'avocats de Diane C. Pellegrin est arrivée chez mon père. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Que cette lettre était mesquine. Que j'aurais dû simplement passer à autre chose, construire ma vie et laisser l'argent partir. Et peut-être qu'il y a 5 ans, la version de moi qui se tenait dans cette cuisine avec un horaire de bus aurait été d'accord avec vous. Mais voici le truc avec l'argent volé. Ce ne sont pas juste des chiffres. C'est du temps. C'est le dernier acte d'amour de votre mère converti en mode de vie de quelqu'un d'autre. Passer à autre chose n'est pas de la force, c'est de la reddition. La lettre de Diane faisait 4 pages. Professionnelle, précise et dévastatrice. Elle décrivait l'origine du compte, citait le testament de ma mère, documentait chaque retrait avec les dates et les montants, les recoupait avec les achats connus, et concluait par une demande de restitution complète de 119 583,58 € plus les intérêts accumulés. Elle donnait à mon père 30 jours pour répondre avant de procéder à une action en justice. Mon père m'a appelé 11 minutes après le départ du facteur. Qu'est-ce que c'est que ça, Antoine? Sa voix était celle que je me souvenais de mon enfance. Pas le père chaleureux et théâtral de la fête. Le vrai. Plate, contrôlée, dangereuse d'une manière silencieuse. C'est une lettre de mise en demeure. Je vois ça. Tu as engagé un avocat contre ton propre père. J'ai engagé un avocat pour récupérer l'argent qui m'appartient. L'argent que maman m'a laissé. Cet argent était sur un compte joint. J'avais tout à fait le droit de le gérer. Le gérer, papa. Pas le dépenser pour la voiture de Lucas et l'appartement de Denise. Silence. Assez long pour que je vérifie que l'appel était toujours connecté. Tu ne comprends pas la situation, a-t-il dit finalement. Ta tante avait besoin d'aide. Lucas avait besoin d'aide. J'ai pris des décisions qui étaient les meilleures pour toute la famille. Toute la famille. D'accord. Et qu'as-tu décidé qui était le mieux pour moi? Je t'ai donné ce dont tu avais besoin. Je t'ai donné ton indépendance.
Regarde-toi. Tu t'en es très bien sorti. Voilà. Le script qu'il répétait depuis des années. Je m'en suis très bien sorti. Par conséquent, le vol était justifié. Ma réussite validait rétroactivement sa négligence. C'était une logique circulaire polie à la perfection. Et il croyait chaque mot. Papa, je m'en suis bien sorti grâce à l'oncle Marc, grâce à la planification de maman, et parce que j'ai travaillé 40 heures par semaine pendant mes études. Toi, tu m'as donné un horaire de bus. Cet horaire de bus t'a appris plus que n'importe quel chèque ne l'aurait fait. C'est une belle histoire. Raconte-la au juge. Il a raccroché. Dans les 48 heures, les appels ont commencé. Non pas de mon père, mais de Denise. Elle a appelé 3 fois avant que je ne décroche. Quand j'ai finalement répondu, elle était déjà en pleine phrase comme si elle avait répété sous la douche. Antoine, je ne sais pas quel genre de mensonge Marc t'a raconté, mais c'est scandaleux. Ton père a tout sacrifié pour cette famille, et c'est comme ça que tu le remercies? Avec des avocats et des menaces. Denise, les relevés bancaires ne sont pas des mensonges. Ce sont des chiffres. Ta mère aurait honte de toi. J'ai laissé cela s'installer. Je l'ai laissé rester là entre nous. Puis j'ai dit très calmement, ma mère aurait honte que son assurance vie ait payé votre appartement. Silence de mort. Je pouvais l'entendre changer de respiration. Ce n'est pas. Vous ne savez pas de quoi vous parlez. 14 000 € retirés le 15 octobre. La clôture de votre appartement était le 22 octobre, la même année. Vous voulez que je continue? Parce que j'ai 14 pages de ça. Elle a raccroché. Lucas a appelé le lendemain. Son ton était différent des autres. Confus, incertain, comme si quelqu'un avait allumé les lumières dans une pièce où il était confortablement assis depuis des années. Antoine, qu'est-ce qui se passe? Ma mère panique. Ton père a appelé ma mère en pleurant hier soir. En pleurant. Mec, qu'est-ce que c'est que ça? Lucas, savais-tu d'où venait l'argent pour ta voiture de sport? Quoi? Oncle Thierry l'a acheté pour mon anniversaire avec de l'argent que ma mère avait mis de côté pour moi avant de mourir. De l'argent d'assurance vie, de l'argent pour l'éducation. Il a dépensé plus de 119 000 € de ce compte pour toi et ta mère. Une pause si longue que j'entendais la circulation par sa fenêtre. Ce n'est pas. Il ne ferait pas ça. J'ai les relevés bancaires, Lucas. Chaque retrait. La voiture de sport, c'était 31 000 €. L'acompte de l'appartement de ta mère, c'était 14 000 €. Il y en a des dizaines de plus petits. Nouveau téléphone, nouveaux vêtements, l'installation de jeux vidéo, tes 2 premiers semestres de frais de scolarité. Mes frais de scolarité? Sa voix s'est brisée. Il m'a dit qu'il avait économisé pour ça. Il l'avait fait. Ce n'était juste pas son argent. Lucas n'a rien dit pendant longtemps. Quand il a parlé à nouveau, il semblait plus jeune que 23 ans. Je ne savais pas, Antoine. Je jure que je ne savais pas. Je te crois. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais récupérer ce qui est à moi, quoi que cela implique. Il a dit, d'accord, d'une voix à peine audible et a raccroché. Au cours des 2 semaines suivantes, le bouche-à-oreille familial est devenu nucléaire. Le même réseau qui avait diffusé la version fictive de mon père sur notre relation diffusait maintenant la vraie, pièce par pièce, parent par parent. La lettre de Diane contenait des noms, des dates et des montants en euros. Et mon père avait apparemment commis l'erreur de la montrer à Denise, qui avait commis l'erreur d'appeler tante Carole pour se plaindre. Et Carole l'avait dit à tout le monde. Les réactions se sont divisées à peu près en 2. Certains parents ont pris le parti de mon père. C'était le co-signataire. Il avait le droit. Antoine est ingrat. La famille ne poursuit pas la famille. D'autres, principalement ceux qui se souvenaient de ma mère, sont devenus silencieux d'une manière qui en disait long. Ma cousine Raphaël, à qui je n'avais pas parlé depuis des années, m'a envoyé un SMS de 2 mots. Récupère le tien. Le délai de réponse de 30 jours de mon père s'épuisait. Diane m'a dit qu'elle s'attendait à l'un des 3 résultats suivants. Soit il paierait, soit il négocierait, soit il l'ignorerait, et nous déposerions plainte. Le 26e jour, l'avocat de mon père a appelé Diane. Pas mon père.
Il avait engagé son propre avocat, un certain baron, qui travaillait dans un centre commercial et s'occupait principalement d'affaires de conduite en état d'ivresse. La position de baron était que le compte était détenu conjointement, que Thierry avait une autorité discrétionnaire en tant que co-signataire et que les retraits étaient des dépenses familiales légitimes. Diane a démantelé cela dans un seul email. Elle a joint la section pertinente du testament de ma mère, qui stipulait spécifiquement que le compte était destiné au bénéfice d'Antoine Raymond Carter et que le rôle du co-signataire était fiduciaire, non discrétionnaire. Elle a également joint la lettre que ma mère avait écrite à Marc, celle où elle disait explicitement que l'argent était pour moi. Et elle a cité 3 précédents d'États où des co-signataires fiduciaires avaient été jugés responsables de rupture d'obligations fiduciaires dans des circonstances presque identiques. Baron a répondu le lendemain. Son client était disposé à discuter d'un règlement. Il sait qu'il va perdre, m'a dit Diane au téléphone. Son avocat le sait aussi. La question est maintenant de savoir si votre père acceptera la réalité ou traînera les choses en longueur. Mon père m'a appelé une dernière fois. Il était tard, près de 23 heures un jeudi. Sa voix était différente cette fois. Fatigué, plus âgé. Antoine, pouvons-nous simplement parler? Juste toi et moi, sans les avocats. Dis ce que tu as à dire, papa. J'ai fait une erreur. D'accord, je sais que j'ai fait une erreur, mais tu dois comprendre qu'après la mort de ta mère, je ne savais pas quoi faire. Denise était là. Lucas était là. Ils avaient besoin de moi. Et ça faisait du bien d'être nécessaire. Tu as toujours été si indépendant, si capable. Je pensais que tu ne pensais pas avoir besoin de quoi que ce soit. Je pensais que tu irais bien. Je vais bien. Ce n'est pas le propos. Alors quel est le propos? Tu veux ruiner ton propre père? Je veux ce que maman m'a laissé. Chaque euro. C'est le propos. Un autre silence. Puis doucement, je n'ai pas ce genre d'argent, Antoine. Alors, je suppose que nous devrons trouver une solution. Je pouvais l'entendre respirer. Lourdement, irrégulièrement, et pendant une petite seconde aiguë, j'ai eu pitié de lui. Non pas parce qu'il le méritait, mais parce que je l'aimais autrefois. Et l'amour ne part pas toujours proprement, même quand il le devrait. Votre avocat et le mien s'en occuperont, ai-je dit. Bonne nuit, papa. Le lendemain matin, Diane m'a appelé. L'avocat de mon père avait envoyé une proposition de règlement. Thierry offrait 45 000 € payables sur 3 ans. C'est moins de la moitié, ai-je dit. En effet, et j'ai déjà répondu. Nous n'acceptons rien en dessous du montant total documenté. J'ai également informé son conseil que si nous procédons à une action en justice, nous ajouterons une demande d'intérêt et de frais de justice, ce qui poussera le total au-delà de 140 000 €. 3 jours plus tard, Baron a rappelé. Son client était prêt à envisager 95 000 €, mais il avait besoin de temps pour liquider des actifs. Quels actifs, ai-je demandé. Selon les dossiers publics, a dit Diane, votre père possède un bateau de 2019, un 4x4, et a environ 40 000 € sur un compte de courtage. Le reste, il devrait probablement le financer. Le premier domino était déjà tombé. Je l'entendais dans la voix de mon père lors de ce dernier appel. Il savait. Denise savait. Et maintenant, pour la première fois en 5 ans, la vérité était plus forte que l'histoire qu'il se racontait. Le règlement a pris 2 mois à être finalisé. Diane l'a négocié à 102 000 €, ce qui couvrait le principal plus une partie des intérêts. Mon père a accepté un plan de paiement structuré, 40 000 € d'avance provenant de la vente de son bateau et de son compte de courtage. Les 62 000 € restants sur 36 mois, prélevés automatiquement de son compte courant. Il a vendu le bateau en premier, un bateau de plaisance de 2019 qu'il avait acheté l'été où Lucas a obtenu son diplôme. Je me souviens avoir vu des photos sur les réseaux sociaux de Denise. Lucas torse nu sur la proue. Mon père au volant. Tous deux souriants. Le bateau s'est vendu 23 000 €, soit environ 10 000 € de moins que ce qu'il avait payé. La dépréciation et le désespoir sont une mauvaise combinaison. Le 4x4 a suivi. Un puissant utilitaire F250 qu'il avait eu pendant 3 ans. Il l'a remplacé par une vieille citadine de 10 ans qu'il a achetée comptant chez un concessionnaire. J'ai appris cela par Marc, pas par mon père. Nous ne nous parlions plus directement. Tout passait par les avocats.
La réaction de Denise fut exactement celle à laquelle on pouvait s'attendre. Elle ne m'a pas appelé. Elle a appelé Marc. C'est toi qui as fait ça, a-t-elle dit. C'est toi qui lui as mis ça dans la tête. Tu as empoisonné ce garçon contre son propre père. Marc, qui, j'en suis convaincu, n'a jamais élevé la voix de sa vie, a répondu de la même manière que d'habitude. Calmement, Denise, je n'ai pas pris l'argent. Je ne l'ai pas dépensé pour mon enfant, et je n'ai pas menti à ce sujet pendant 5 ans. Antoine est un homme adulte qui prend ses propres décisions, et franchement, il prend les bonnes. Elle lui a raccroché au nez. Puis elle a posté quelque chose sur les réseaux sociaux disant que certaines personnes détruiraient une famille pour de l'argent. 14 likes. Lucas n'a pas réagi. En parlant de Lucas, il est passé chez moi un soir, environ 3 semaines après la signature du règlement. Je ne l'avais pas invité. Il a juste frappé. J'ai ouvert la porte et il était là, les mains dans les poches, l'air de ne pas avoir dormi depuis un moment. Je peux entrer? Je l'ai laissé entrer, lui ai offert un soda. Il s'est assis sur mon canapé et a fixé le sol pendant une bonne trentaine de secondes avant de dire quoi que ce soit. J'ai vendu la voiture de sport. J'ai cligné des yeux. Quoi? Je l'ai vendue la semaine dernière. J'en ai tiré 22 000 euros. Je veux te les donner. Je n'ai rien dit immédiatement. Il a sorti un chèque de banque de la poche de sa veste et l'a posé sur la table basse. Lucas, je ne t'ai pas demandé de faire ça. Je sais que non, mais j'ai fait le calcul, Antoine. Chaque fois que je conduisais cette voiture, je conduisais quelque chose que ta mère avait payé. Quelque chose qui était censé être à toi. Je ne peux pas tout annuler. Je ne peux pas rendre les frais de scolarité ou les équipements de jeux vidéo ou les vêtements. Mais je peux rendre ça. Ses yeux étaient rouges. Pas à cause de pleurs à ce moment-là, mais à cause du genre de culpabilité soutenue qui vous pèse comme une chape de plomb. Tu ne savais pas, ai-je dit. Non, mais j'aurais dû demander. J'aurais dû me demander pourquoi l'oncle Thierry dépensait comme ça alors que tu prenais le bus. Je ne voulais juste pas regarder en face. J'ai pris le chèque, je l'ai tenu. 22 000 euros. Merci, Lucas. Il a hoché la tête. Nous sommes restés assis là un moment. Je lui ai offert des restes de pâtes et il les a mangés debout devant le comptoir de ma cuisine et nous avons parlé un peu. Pas de l'argent, du travail, de sa petite amie, d'un voyage de pêche qu'il prévoyait. Des choses normales. Des choses prudentes, maladroites, normales. Quand il est parti, il s'est arrêté à la porte et a dit « Je suis désolé, Antoine, pour tout ça. Je sais. On est d'accord ? On y arrive. » Il a hoché la tête à nouveau et est parti vers sa voiture, qui était maintenant une berline d'occasion. Je l'ai regardé quitter le parking et j'ai pensé à quel point c'est étrange quand la personne que l'on s'attendait à être une partie du problème s'avère être la seule prête à regarder la vérité en face. Denise m'a complètement coupé les ponts après le règlement, a bloqué mon numéro, a retiré Marc de ses amis sur les réseaux sociaux, a dit à quiconque voulait l'écouter que j'avais extorqué mon propre père. Quelques proches l'ont cru. La plupart non. La documentation était trop complète et la version des événements de Denise avait trop de lacunes. On ne peut appeler quelqu'un menteur tant de fois avant que les gens ne commencent à vérifier les comptes. Mon père m'a envoyé un seul message après la signature du règlement. Un SMS, 5 mots. J'espère que tu es heureux maintenant. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que j'étais froid, car il n'y avait pas de réponse à cette question qui aurait eu de l'importance pour lui. Il ne demandait pas si j'étais heureux. Il me disait que je devais me sentir coupable. Et je ne l'étais pas. Pas une seule seconde. Les paiements mensuels ont commencé à arriver en octobre. 1722 € par mois comme une horloge. Diane s'était assurée que la structure de paiement était exécutoire avec des pénalités de retard et une clause d'accélération s'il manquait 2 mois consécutifs. Il n'en a jamais manqué un seul. Voici où j'en suis maintenant. Il y a 5 mois, j'ai acheté une maison. 3 chambres, un petit jardin, un garage indépendant dans un quartier avec de bonnes écoles, même si je n'ai pas encore d'enfant. L'acompte provenait du règlement plus mes propres économies. Marc m'a aidé avec la paperasse parce que c'est ce que Marc fait. Le jour où j'ai eu les clés, je suis allé à l'appartement de Marc et je lui ai tendu une enveloppe. À l'intérieur se trouvait un chèque de 15 000 €. Qu'est-ce que c'est,
a-t-il demandé. Le loyer en retard plus les intérêts plus un merci qui ne peut pas être exprimé en euros, mais j'essaie quand même. Il a regardé le chèque pendant longtemps. Puis il l'a plié, l'a mis dans la poche de sa chemise et a dit, « Ta mère serait fière de toi, Antoine. » Celle-là m'a touché. Je ne ferai pas semblant que non. Je me suis assis dans sa cuisine et j'ai pleuré pour la première fois depuis des années, et il m'a laissé faire. Et il n'a pas dit un mot avant que je n'ai fini. Mon père est passé devant ma maison une fois. Je le sais parce qu'un voisin l'a mentionné. Un homme âgé dans une vieille citadine argentée est resté devant pendant quelques minutes et est parti. Il n'a pas frappé. Il n'a pas appelé. Il a juste regardé. Je ne sais pas ce qu'il a vu. Peut-être la maison que son fils a achetée sans son aide. Peut-être la vie que sa femme avait essayé de financer. Peut-être juste une porte d'entrée qui ne s'ouvrirait pas pour lui. Lucas passe de temps en temps. Nous ne sommes pas les meilleurs amis. Nous ne le serons peut-être jamais, mais il essaie et je le vois. Et ça compte pour quelque chose. Le mois dernier, il m'a aidé à installer un ventilateur de plafond, et nous avons passé l'après-midi à nous disputer pour savoir si les pales tournaient dans le bon sens. Cela semblait presque normal, presque comme une famille. Denise, je ne l'ai pas vue ni parler depuis la fête. On m'a dit qu'elle avait redécoré son appartement. Je ne sais pas comment elle a payé, et je m'en fiche. L'horaire de bus est encadré. Il est accroché au mur de mon bureau à domicile à côté de la montre de ma mère, que je garde maintenant dans une boîte vitrée parce que le bracelet en cuir a finalement cédé. Certaines personnes pensent que c'est étrange que je l'ai encadré. Marc le comprend. Ce n'est pas un trophée. Ce n'est pas de l'amertume. C'est un rappel de ce qu'on m'a donné et de ce que j'ai construit. Chaque matin, je passe devant en allant à mon bureau. Et chaque matin, je pense la même chose. Merci pour l'itinéraire, papa.